on va appliquer le principe de propagation rectiligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un milieu homogène, c'est-à-dire l'indice de réfraction qui est constant, que nous avons déjà vu dans la capsule précédente, la lumière va se déplacer selon une droite. On appelle propagation rectiligne, d'un point A vers un point B du même milieu homogène. L'optique géométrique se base sur ce principe pour analyser la formation d'images. Il ne faut pas oublier que le but principal de l'optique géométrique, c'est d'analyser les images formées par les différents instruments optiques que nous allons étudier cette année. Un objet envoie la lumière, soit il est source principale comme on l'a défini, soit source secondaire, c'est-à-dire qu'il va diffuser la lumière qu'il reçoit. Cette lumière envoyée par l'objet va se propager et va traverser des milieux différents entre l'objet et la source et l'instrument optique qui va former l'image. Donc, cette lumière va subir des réflexions, des réfractions. On va appliquer les lois de Snell-Descartes pour atteindre à la formation d'image. Et étudier l'image, c'est dire quelle est sa nature, est-ce qu'elle est réelle, est-ce qu'elle est virtuelle, dire sa position par rapport à un point donné qu'on va dire l'origine de l'axe optique delta, et sa taille par rapport à l'objet, est-ce qu'elle est orientée dans le même sens que l'objet, dans le sens opposé, plus grande, plus petite par rapport à l'objet. C'est ça l'analyse de l'image. L'optique géométrique se contente de faire ces études-là. Le premier instrument qu'on va étudier, c'est le miroir plan. Le miroir plan, c'est toute surface réfléchissante, parfaitement plane, polie, recouverte d'une mince couche métallique, l'argent ou aluminium de l'autre côté pour que la surface soit réfléchissante. Par exemple, le miroir plan qu'on utilise chez soi pour le décor, pour se voir chaque matin. D'accord? Donc, en optique géométrique, on représente un miroir plan par une bande, par un trait, soit des hachures pour dire voilà la partie métallique et la partie réfléchissante, soit par une bande plus sombre pour indiquer la partie non réfléchissante. Donc voilà, j'ai ici un miroir, j'ai un point source A qui va envoyer là un rayon lumineux, donc ce rayon lumineux envoyé par le point A va rencontrer au point I le miroir. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce rayon lumineux, d'après Snell-Descartes, on a dit que j'ai ici l'angle d'incidence, l'angle de réflexion. Ces deux angles-là sont les mêmes. La loi de Snell-Descartes. Et quelqu'un qui se trouve là reçoit le rayon réfléchi. Il croit que la lumière provient de ce point-là, qu'on appelle image A'. D'accord? Cette personne qui se trouve là reçoit ce rayon lumineux et elle croit que la lumière provient du point A', non pas de A. On dit que A', c'est une image virtuelle. C'est ce que vous voyez chaque matin quand vous vous regardez sur un miroir. Vous voyez votre visage de l'autre côté du miroir. D'accord? C'est une image virtuelle et vous pensez que la lumière vous provient de votre image et non pas de votre point source A. Très bien, donc la relation, si je connais la position de A, je peux déterminer celle de A'. J'ai dit bien position, donc c'est par rapport à quelque chose. Quand on veut situer un objet, on doit avoir une référence. Une origine, c'est-à-dire une origine, c'est par rapport à quoi je vais les placer. Là, je les place par rapport à la surface du miroir, le point H. Et on dit qu'il y a symétrie entre A et H, H et A'. Donc A et A' sont symétriques par rapport au miroir, par rapport au point H, de telle sorte que cette distance est égale à cette distance. On dit la relation de conjugaison d'un miroir plan, c'est la suivante. AH est égal à HA'.
Quand j'ai un miroir plan devant mes yeux, ben je peux dire, voilà, mon œil est situé à 1 mètre par rapport au miroir plan. Donc son image O', O c'est l'œil, O' c'est son image virtuelle, située à 1 mètre derrière le miroir. Pourquoi virtuelle? Parce qu'elle est formée uniquement par le prolongement du rayon lumineux. D'accord? Donc on dit qu'elle est virtuelle. Je prends un autre exemple. J'ai un objet AB ici, en face d'un miroir. Vous voyez, je mets un trait, des hachures pour dire voilà, ça c'est le miroir plan. J'ai ici l'objet réel AB et je suis là en train d'observer. Les deux rayons vont venir sur le miroir, vont subir une réflexion. Je fais le prolongement et je vais obtenir A', B'. A', c'est l'image de A. B', c'est l'image de B. A', B', c'est 2 images virtuelles. AB, c'est un objet réel, c'est lui qui nous envoie la lumière, et je veux localiser l'image A', B', eh ben c'est par rapport à cette distance, B, H, B', et A, K, A'. Je localise, d'accord, et après, c'est virtuel, puisque c'est formé par les prolongements du rayon. Maintenant, je veux comparer la taille A', B' par rapport à B. Quand vous regardez un miroir, vous voyez votre image dans le même sens que vous, d'accord? Donc on dit que le grandissement est positif, c'est dans le même sens, et c'est égal à 1. Le miroir ne déforme pas l'image. Il vous donne un grandissement transversal qui est égal à 1. Grandissement, c'est-à-dire le rapport de la taille de l'image par rapport à celle de l'objet. Est-ce qu'elle est plus grande? Est-ce qu'elle est plus petite? Est-ce qu'elle est égale? Comme c'est égal à 1, donc l'image est égale à l'objet lui-même. Image virtuelle, donc c'est le cas ici pour cette cruche que vous voyez là, je peux la représenter par la flèche jaune et j'ai une image A', B' qui est virtuelle et cette distance-là c'est égal à la distance de l'image par rapport au miroir. C'est la relation de conjugaison d'un miroir plan. On fait AB a pour image A', B' par le miroir plan et j'écris cette relation de conjugaison. Donc le miroir me forme une image virtuelle A', B'. Je peux la situer par la relation de conjugaison. Le grandissement c'est égal à 1. Voilà d'autres exemples. Quelqu'un AB, une personne, qui est en train de voir son image à travers un miroir. Voilà, vous voyez l'image virtuelle, d'accord, orientée dans le même sens que l'objet AB et de même taille. La même chose ici pour cette dame-là. Cette personne aussi avec un chapeau, donc on voit sa silhouette, enfin son image virtuelle ici. Là, j'ai le maître et son chien qui sont en train de voir ce miroir-là, de regarder ce miroir. Le chien voit l'image de son maître qui se trouve derrière lui, d'accord? Donc si je veux représenter l'image de ce chien-là, donc je dois la placer ici. Cette distance, je la représente là. C'est une image virtuelle qui va se former dans ce sens-là. C'est-à-dire le museau dans ce sens et les pattes de ce côté-là. Ça, c'est une image A', B' virtuelle de son maître, d'accord? Avec le cartable qu'on le voit ici. Donc on forme une image virtuelle de même taille et placé autant de mètres. Donc j'ai la relation de conjugaison AH est égale à HA' pour n'importe quel miroir. On raisonne sur un point de l'objet et tout ce qu'on fait pour l'image de ce point est valable pour les autres images des autres points. En ce qui concerne le dioptre plan, c'est-à-dire j'ai deux milieux homogènes d'indice N1 et N2, je rappelle, quand je dis N1, c'est-à-dire c'est là où se trouve la source de lumière, c'est-à-dire l'objet que je suis en train d'imager. Et le 2, c'est là où la lumière va partir, vers la destination. Donc j'ai ici N1, N2, j'ai l'eau, ici j'ai l'air, comme l'exemple de tout à l'heure, d'accord? J'ai un rayon lumineux qui vient sous un angle d'incidence I1, il sera réfracté I2. Bien entendu, j'ai l'air ici, là j'ai l'eau, l'indice de l'air c'est égal à 1, l'indice de l'eau
c'est égal à 4 tiers 1,33. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'eau ralentit davantage, plus la lumière que l'air. L'air, il laisse la lumière partir se déplacer avec la célérité de 300 000 km par seconde. Alors que l'eau empêche la lumière d'atteindre cette valeur. Et la lumière va se déplacer dans l'eau à 225 000 km par seconde. Vous voyez la différence? C'est pour cette raison que le rayon, au lieu de continuer tout droit, il va subir une déviation, il est réfracté en se rapprochant de la normale. Donc l'indice de ce deuxième milieu est plus grand que l'indice du premier milieu. On dit qu'il est plus réfringent que le premier milieu. Très bien. Donc j'applique la relation de Snell-Descartes qui décrit le phénomène de la réfraction au point I, à savoir N1 sinus de I1 est égal à M2 sinus de I2. La lumière est déviée lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre, par exemple l'air, l'eau ou le contraire. C'est le phénomène qu'on observe lorsqu'on regarde une paille. Lorsque je regarde ce crayon ou ce crayon-là à l'intérieur de l'eau, j'ai le sentiment qu'elle est brisée en ce point-là. Tout simplement parce que c'est à cause de la réfraction. La réfraction me donne cette fracture apparente et ça me permet de voir que la lumière elle est brisée quelque part à cause de la réfraction. Très bien. Donc ce crayon-là, voilà sa ligne directrice et ce que je vois c'est qu'il y a deux parties, qu'il y a une fracture au niveau de la réfraction. Très bien. Là, cette paille-là, la même chose. Vous voyez que là, c'est... Et puis bon, ça se déplace là pour continuer. Cette fracture, c'est à cause du phénomène de la réfraction de la lumière des rayons envoyés par la paille. La paille se trouve dans l'eau, la lumière envoyée par la paille va traverser l'eau vers R et va subir des réfractions. Par conséquent, je vois que cet objet qui est la paille, elle est fracturée. Très bien. La même chose, cette personne est en train de voir un aquarium dans lequel on met un poisson, d'accord, qui se trouve dans l'eau, bien entendu. Le poisson, je schématise le poisson par son œil, je prends un point qui va envoyer la lumière, représentée par ce rayon rouge ici. Ce rayon va subir une réfraction. Le rayon réfracté va atteindre l'œil de la personne. La personne reçoit ce rayon-là, va prolonger. Elle croit que le poisson se trouve dans cette position. Ce qu'il est en train de voir, c'est l'image A'B' de l'objet réel AB et non pas. Si cette personne décide d'attraper ce poisson, elle va mettre la main dans cette position et non pas celle-là. Et du coup, il va constater qu'il est en train de rater son poisson. Vous pouvez faire l'expérience vous-même, prenez un seau rempli d'eau dans votre salle de bain et vous mettez un objet au fond du seau, pièce de monnaie, petite bouteille, n'importe quel objet que vous trouvez. D'accord? Et vous regardez d'une façon verticale à la surface de l'eau. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi position verticale. Vous allez constater que l'objet se trouve plus rapproché à la surface que sa position normale. Vous mettez la main pour ramasser cet objet, vous allez placer votre main dans l'endroit où vous voyez cette image. À cause de la réfraction, vous allez rater cet objet-là. Vous ne pouvez pas le prendre parce que vous avez mis votre main à la position de l'image. Ils n'ont pas de l'objet réel à cause de la réfraction. D'accord? Donc là, c'est connu. On peut faire, voilà, pour cet exemple que je viens de citer. Regardez donc, le rayon fait ça, se réfracte, en ce point. L'observateur continue le rayon reçu, elle croit que l'objet se trouve dans cette position image. D'accord? La même chose pour le poisson et pour l'oiseau. D'accord? L'oiseau voit le poisson qui se trouve là, ici. Donc c'est son image virtuelle. Elle croit, s'il veut le piquer, par exemple l'oiseau martin pêcheur, ben il va piquer ici. Et il le rate. La même chose, le poisson qui guette son prédateur, ben il va voir que l'oiseau se trouve dans cette position-là. C'est à cause de la réfraction.
D'accord? Il croit qu'il est plus loin que la normale par rapport à la surface. Très bien. Donc là, je peux dire, à cause de la réfraction, on a, regardez dans cette image-là, l'objet réel se trouve sur ce point représenté par le point noir, alors qu'ici, le point gris, c'est là où cette personne voit cet objet-là, plus proche de la surface que la normale. D'accord? C'est l'exemple du seau que je viens de citer. C'est le poisson, la même chose. On peut dire, voilà, je prends deux milieux homogènes, N1, N2. Je répète, le 1 signifie d'où vient la lumière. Le 2, où est-ce qu'elle va cette lumière? Très bien. Là, je prends un point A, le poisson, une pièce de monnaie, un objet, tout ce que vous voulez, je le mets dans l'eau et je raisonne par rapport à une source ponctuelle pour raisonner sur le rayon lumineux. Ce point A va m'envoyer un rayon lumineux sous un angle d'incidence I. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, en présence de deux milieux N1, N2, je peux dire N1, N2, l'angle de réfraction limite, lambda, se trouve dans le milieu le plus réfringent. Dans notre exemple, N1 c'est l'eau, N2 c'est l'air, l'indice de l'eau est plus grand que celui de l'air, par conséquent, l'eau est plus réfringent que l'air. Sinus de lambda, l'angle de réfraction limite, c'est égal l'indice le plus faible sur l'indice le plus grand. Le plus faible, c'est celui de l'air, donc c'est N2. Sur N1, 1, voit la valeur de N2, de l'air, l'indice de réfraction. معامل الانكسار ديال الهواء هو 1. معامل الانكسار ديال الماء هو 4 على 3 1.33. فبالتالي je peux dire que sinus de lambda, l'angle de réfraction limite, c'est égal à 1 sur 4 tiers, ça fait 3 quarts, 0,75, lambda est de l'ordre de 49 degrés. I1 inférieur à 49 degrés. Donc le rayon lumineux peut sortir dans l'air, dans le milieu le moins réfringent. Et en subissant une réfraction. J'écris la relation de réfraction et je constate que le rayon, elle va se réfracter en s'éloignant de la normale. D'accord, c'est loin de la normale. Je prolonge, je suis ici l'observateur, je prolonge ce rayon-là, je vais obtenir le point par rapport à la verticale. Un point A' ici. Donc, je crois que l'objet A se situe dans la position du point A', son image qui est virtuelle. Si je veux l'attraper, je vais mettre ma main à la position de A' et non pas de A. À cause de la réfraction, je peux rater ma cible. D'accord? Et je peux dire que la position de A' par rapport à celle de A, donc je prends une origine qui est le point H de la surface, je peux dire AH sur N1 est égal à H sur N2. Tout à l'heure, lorsqu'on a traité le miroir plan, il n'y avait pas de milieu naturel, milieu matériel d'indice N1, N2. Par conséquent, là, il y avait 1, là, il y avait 1, on avait la relation de conjugaison pour un miroir plan. Pour le dioptre plan, je dois ajouter, je dois prendre en considération les valeurs de l'indice de réfraction, N1, N2. Voilà, donc des exemples. J'ai ici A1, je vais voir A2 son image, qui est virtuelle, à cause du même traçage, d'accord? Petite remarque, une image est déterminée par l'intersection de deux rayons qui ont interféré avec l'instrument optique. L'instrument optique, dans notre cas, c'est le dioptre plan, N1, N2. Le premier rayon, c'est celui représenté par le rayon rouge, va subir la réfraction. Bien entendu, j'ai N1 supérieur à N2, je suppose que I1 est inférieur à lambda, l'angle de réfraction limite, entre N1 et N2. Et le deuxième rayon, c'est celui qui part de A1 avec un angle d'incidence nul. Je prends le deuxième le plus simple possible. Ici représenté par le rayon bleu. Il va traverser le dioptre sans aucune déviation. Les rayons qui vont contribuer à la formation d'images, c'est celui-là et celui-là qui ont traversé le dioptre, qui ont interagi avec l'instrument optique. Donc là, comme nous avons déjà dit, on a deux milieux homogènes, N1, N2.
Dans cet exemple-là, on considère que le milieu N1 est plus réfringent que le milieu N2, c'est-à-dire que la valeur de l'indice de réfraction N1 est plus grande que la valeur de l'indice de réfraction N2. Le point objet A1 se trouve dans le milieu le plus réfringent. Quelqu'un qui se trouve de l'autre milieu, qui veut voir cet objet-là, titre d'exemple, le poisson de tout à l'heure, le point A1 va envoyer 2 rayons lumineux. Bien sûr qu'il va envoyer plusieurs, mais ce qui nous intéresse, c'est 2 rayons pour former son image. Je prends le premier rayon qui est de couleur rouge. Ce rayon-là va arriver à la surface de séparation sous un angle d'incidence I1, pourvu qu'elle soit inférieure à lambda, l'angle de réfraction limite entre N1 et N2, pour qu'elle puisse subir une réfraction et le rayon va sortir de l'autre milieu. La personne qui se trouve de l'autre côté qui reçoit ce rayon va prolonger ce rayon lumineux jusqu'en bas. D'accord? Le deuxième rayon qu'on va considérer, c'est le rayon bleu qui part de l'objet A1 sous un angle nul. D'accord? Ce rayon-là va sortir sans aucun problème. Donc les 2 rayons réfractés, le rouge et le bleu, c'est les 2 rayons qui ont interagi avec l'instrument optique, c'est-à-dire dans cet exemple le dioptre plan, N1, N2, c'est ces 2 rayons réfractés qui vont contribuer à former une image. Soit les 2 rayons ils vont se couper, c'est pas le cas ici, donc on va les prolonger. Je prolonge le rayon rouge, le rayon bleu, et l'intersection va me donner l'image A2 de ce point A1. Cette image, elle est virtuelle, puisqu'elle est formée par les prolongements des rayons lumineux. Elle est située plus proche de la surface, telle que la relation de conjugaison qu'on vient de voir soit vérifiée, à savoir que j'ai HA1 divisé par N1 est égal à HA2, l'image, divisé par N2. D'accord? Et je peux dire, voilà, au lieu de voir l'objet A1, je vais voir l'image A' en considérant cette relation de conjugaison. Vous voyez? Donc je peux déterminer, analyser l'image formée par le dioptre plan d'un point ponctuel, source, placé dans le milieu le plus réfringent. Très bien. Donc là, je vais extrapoler ce raisonnement pour un objet A1, B1, qu'il s'agit d'une flèche, d'accord, un objet allongé. Son image va être parallèle à lui-même, plus proche, le même raisonnement qu'on vient de faire pour A1, A2, je le fais ici. Donc j'ai A1, A2, B1, B2. C'est une image virtuelle, vous voyez, prolongée, formée par le prolongement des rayons lumineux. Et A1, A2, B2 sont obtenus par la relation de conjugaison. Et le grandissement, je constate que c'est égal à 1. Il n'y a pas de déformation. Là, le dioptre plan me forme une image virtuelle de même taille, même orientation que l'objet que j'ai. Grandissement est égal à 1, donc sans problème. Maintenant, je prends un autre objet qui, cette fois-ci, une flèche verticale, au lieu que ce soit couché, elle est verticale. J'ai A1, B1, son image va me donner c'est B2, A2. D'accord? Donc, sans aucun problème, je considère même raisonnement, même position, et je peux calculer. En revanche, le grandissement n'est pas le même ici. C'est vertical, vertical, donc il faut faire attention. Très bien. Application dans la nature, on constate qu'il y a un poisson qui s'appelle archer, chasse sa proie en lui projetant de l'eau. Donc, vous voyez, le poisson se trouve dans l'eau. Là, l'insecte criquet qui se trouve sur la feuille, dans l'air, il veut l'atteindre. Donc, il va lui envoyer, va l'atteindre par un jet d'eau en respectant la loi de Snell-Descartes. D'accord? Pour atteindre sa cible, le poisson archer doit faire en quelque sorte un calcul de telle sorte que va l'atteindre en envoyant. Très bien. Donc là, j'ai tracé la normale. Donc là, j'ai le rayon incident, le rayon réfracté. Et pour deuxième, c'est l'oiseau martin pêcheur.
oiseau martin pêcheur, il survole un lac dans l'espoir de dénicher une proie, qui est un poisson, d'accord? Donc sinon, il va le guetter puis, une fois remarqué, il va piquer, d'accord? C'est comme... voilà, il le pique, il chasse sa proie, un poisson, en respectant ses lois, d'accord? Donc, vous voyez, on peut trouver la même chose pour le coucher du soleil. Le coucher du soleil, vous voyez, le soleil, il se trouve là, sur cette position-là. Va envoyer le rayon lumineux, le rayon rouge, et l'observateur se trouve sur cette partie-là. Il y a l'atmosphère qui va, c'est un milieu homogène d'indices N1, N2, ainsi de suite. Donc, la lumière va subir des réfractions dans l'atmosphère pour arriver sous forme d'un rayon courbé à l'œil de cet observateur. L'observateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prolonger les rayons lumineux. Il croit que le soleil se trouve là. C'est l'image virtuelle qu'on est en train de voir. D'accord? Donc là, on peut appliquer pour le coucher du soleil, c'est-à-dire pour nous musulmans, Salat al-Maghrib, c'est tout pour le mois de Ramadan, on guette le Maghrib pour le déjeuner. On peut dire que là, le soleil réel, il se trouve là, le soleil virtuel se trouve là. Et pour annoncer l'heure de prière, le Maghrib, bon, on a prévu d'ajouter 5 minutes pour être sûr et certain que le soleil s'est déjà couché. Vous voyez le ciel rouge lors du coucher du soleil, c'est parce que la lumière rouge, uniquement les rayons rouges du soleil, issus du soleil, qui arrivent à traverser l'atmosphère et nous parvenir sur Terre. En revanche, les autres radiations n'arrivent pas à franchir l'atmosphère. Elles sont, à cause de la réfraction, elles sont orientées vers d'autres directions autres que la position de la Terre. C'est pour ça qu'on voit vous voyez, donc là, c'est l'horizon et les deux, comme ça. Et ce que nous voyons, à certains moments, c'est l'image du soleil qui est virtuelle. On croit qu'il se trouve là, alors que astronomiquement parlant, le soleil s'est déjà couché. D'accord? Objet, image, voilà. Donc, on peut l'expliquer sous cette forme-là. Donc, le ciel rougeâtre, soit le lever, soit le coucher du soleil, comme je viens d'expliquer, la lumière rouge issue du soleil, seule capable de franchir l'atmosphère pour ne parvenir sur Terre. Les autres teintes n'arrivent pas à franchir l'atmosphère, et à cause de la réfraction, ils vont partir ailleurs. Maintenant, le prisme, al-manchour en arabe. Le manchour, c'est la surface, c'est l'intersection de deux dioptres plans en faisant un angle donné, d'accord, et matériau N. Donc, je peux dire que j'ai un prisme sous forme d'un triangle formé de matériaux d'indice de réfraction N. J'envoie la lumière incidente dans ce sens-là. Au point I, il y a réfraction. Au point E', il y a une deuxième réfraction. Et je peux traduire déjà au point I et prime les deux relations de Snell-Descartes, à savoir, j'ai ici 1, l'indice de l'air, sinus de I est égal N, l'indice du verre, sinus de R. Au point E', le phénomène de la réfraction se traduit par N sinus de R', est égal à 1, l'indice de l'air, fois sinus de I'. La géométrie me montre que l'angle A est égal à R plus R', c'est facile à démontrer, on peut le voir en TD, et la déviation, c'est cet angle-là. La direction initiale du rayon et la direction finale, après avoir traversé le prisme, qu'aurait le rayon lumineux, c'est égal à D, c'est I plus I' moins A. C'est les relations du prisme qu'il faut connaître par cœur. Le prisme, on l'utilise pour soit dévier la lumière au laboratoire, soit disperser la lumière, c'est-à-dire décomposer la lumière blanche. On appelle en arabe « at-tabaddud ». Je peux décomposer la lumière blanche en la faisant traverser un prisme et j'obtiens des compositions suivantes, du rouge jusqu'à l'indigo. D'accord? Le rouge, moins dévié, alors que l'indigo, le violet, c'est le plus dévié. On peut... Voilà, je vous remercie. À la prochaine séance, Inch'Allah.